Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous parler d'un critère de sélection de valeurs extra-financiers qui porte sur la nature de l'actionnariat des sociétés, c'est-à-dire que vous avez des sociétés qui vont être contrôlées par un actionnariat non familial, ça peut être des fonds d'investissement, ça peut être des actions très dispersées entre de multiples actionnaires, ou bien des actions possédées par des entités publiques, des actions partiellement possédées par les États, et de l'autre côté, des sociétés qui sont contrôlées par un actionnariat familial. Euh, donc ce qu'on peut se dire, l'hypothèse qu'on fait, qui est logique, est de se dire que lorsqu'on a un actionnariat familial, ce sont des personnes qui vont investir et gérer leur propre argent, et qu'on peut de ce fait attendre de meilleurs résultats que si ce sont des dirigeants qui ne jouent pas avec leur propre argent, qui n'ont pas de skin in the game comme on dit. Alors ça se vérifie dans les faits en fait. Il y a eu des études de la Société Générale, de Crédit Suisse, d'autres banques qui ont comparé le comportement de sociétés à actionnariat familial et à actionnariat non familial. Vous voyez qu'il y a une différence significative ici. Donc là, on a une étude de la Société Générale de 2015 à 2021. Donc en gris, on a l'indice STOXX 600. Et en rouge, des sociétés européennes en cas actionnariat familial, il y a une différence de performance qui est quand même bien significative en l'espace de 6 ans. Alors si on veut aller plus loin dans l'analyse, c'est tout à fait faisable, on peut aussi raisonner par génération. Donc c'est ce qu'a fait le Crédit Suisse. Donc le Crédit Suisse, ils suivent un panel d'à peu près 1000 sociétés à actionnariat familial au fil du temps, sur du très long terme. Donc ils ont des données intéressantes aussi sur le sujet. Alors ce qu'ils trouvent, c'est qu'il y a une surperformance intéressante des sociétés à actionnariat familial par rapport aux autres sociétés, mais que cette surperformance elle va varier selon les générations, c'est-à-dire que donc la génération des fondateurs ici est génération 1, et la génération des héritiers, la génération 2, a vraiment de significativement meilleures performances que les générations suivantes. Et là aussi, ça s'explique de façon tout à fait logique. Le fondateur, forcément, s'il arrive à être coté en bourse, s'il arrive à développer son entreprise à ce point-là, c'est qu'il a prouvé vraiment ses compétences de gérant, donc ça, il n'y a aucun doute. Et les héritiers du fondateur, en général, ils vont recevoir de la part du fondateur de bonnes valeurs, de bons principes de gestion en direct, et ils vont pouvoir continuer à les appliquer. Et ensuite, au fil du temps, ces principes finissent par se perdre progressivement. On a encore une surperformance en génération 3, mais sur les générations 4 et 5, vous voyez que la surperformance a presque disparu. Donc ça, c'est une autre donnée. Alors cette surperformance, elle s'explique par plusieurs choses. Les sociétés actionnariat familial ont de façon générale une gestion plus prudente, donc ils ont moins de recours à l'endettement, ils réfléchissent plus dans leurs projets d'investissement à réaliser des investissements qui vont être vraiment rentables, vraiment utiles, et ils vont pas vouloir marcher à une allure excessive, faire de la croissance à une allure excessive en mettant en péril leur entreprise. Donc on voit ici les différences d'endettement qui sont à peu près de 25% entre les sociétés familiales et les sociétés non familiales. Ensuite, il y a une différence dans les marges réalisées, les marges bénéficiaires, là aussi entre sociétés familiales et non familiales. Et cette différence de marge, vous voyez, elle atteint en moyenne ici presque 300 points de base, c'est-à-dire presque 3%. Donc c'est quand même assez considérable en tant que marge d'EBITDA, différence de marge d'EBITDA entre les deux types de sociétés. Il y a donc le Crédit Suisse aussi mentionne les pratiques de recherche et développement des sociétés familiales. Paradoxalement, elles dépensent au départ une part moins importante de leur budget en R&D, presque moitié moins. En fait, c'est 3,5-4% contre 6,5-7% pour les sociétés non familiales. Mais en sortie, finalement, elles réalisent plus d'innovation. Ça veut dire que la part de dépenses R&D qu'elles consacrent est beaucoup plus efficace
que celle des sociétés non familiales. Et là encore, hein, je pense que c'est le fait d'avoir de l'argent, son propre argent en jeu, qui va faire, qui fait qu'elles vont vraiment réfléchir à optimiser au maximum tous les aspects de la R&D et d'autres investissements qu'elles réalisent. Ensuite, au niveau géographique, il y a des choses intéressantes qui sont disponibles. Donc là, c'est toujours l'étude, le panel de 1000 sociétés du Crédit Suisse. Donc il y a vous voyez que la surperformance au niveau des États-Unis, c'est la courbe ici en vert, et elle existe, hein, donc on est au-dessus de la base 100 ici. Mais ensuite, cette surperformance est significativement plus élevée sur l'Europe et la zone Asie-Japon ici. Donc ça, c'est un paramètre intéressant aussi à prendre en compte. Donc comme nous sommes en majorité des investisseurs positionnés sur la zone Europe et un petit peu aussi sur la zone Asie avec ce que je propose. On a encore plus intérêt en Europe à utiliser ce critère d'actionnariat familial dans nos sélections parce que il y a une différence significative par rapport aux États-Unis. Ensuite, là je vous montre un graphique de Carmignac Gestion. Là aussi c'est une conclusion tout à fait logique, mais ça permet vraiment de mettre des chiffres précis devant. Plus globalement, plus on a une part d'actionnariat familial importante dans le capital de l'entreprise, plus la surperformance est élevée. Et en pratique, ce qu'il faut, c'est que la société, que les actionnaires familiaux détiennent la majorité, hein, détiennent plus de 50% des parts. Ça évite les conflits, ça évite les divergences d'intérêts entre groupes d'actionnaires et ça leur permet d'avoir aussi une vision de gestion à plus long terme avec un management constant au fil du temps qui, lorsqu'il est bon, va évidemment procurer un gros avantage à l'entreprise. Donc vous voyez ici là en vert foncé la grosse différence de surperformance lorsqu'on a un actionnariat familial à plus de 50%. Par rapport au niveau de détention inférieur à moins de 50% qui sont représentés ici. Ensuite, alors un dernier graphique que je vous propose, c'est de regarder la surperformance donc qui existe. Là, ils ont comparé les marchés émergents et les pays développés. Et il y a une différence significative aussi entre les deux. Alors, difficile à expliquer. Je pense qu'en fait, sur les marchés émergents, l'actionnariat familial est sans doute trop extrême, c'est-à-dire qu'on doit avoir beaucoup trop de copinage au sein de l'entreprise où on va placer les neveux, les cousins, ainsi à des postes différents de l'entreprise pour lesquels ils n'ont pas forcément les compétences et du coup ça pénalise le rendement, c'est une espèce de gestion un peu tribale, alors que dans les pays développés, ce genre de pratique est quand même, elle est présente hein, comme partout, mais elle est sans doute moins constante, elle pénalise moins les entreprises qui sont concernées. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire. Alors après j'ai regardé s'il y avait des fonds spécialisés en entreprises familiales qui vraiment développaient de la surperformance et j'en ai pas vraiment trouvé. Alors il y a des fonds, hein, si vous faites des recherches sur internet, vous allez trouver des fonds small caps entreprises familiales ou des fonds généralistes mid caps, large cap entreprises familiales. J'ai pas noté dans ces fonds de grosses différences de performance par rapport à des fonds small caps qui font du stock picking pur, de très bons fonds small caps, style Moneta Asset Management ou Indépendance Expansion, le fonds de William Higgins qui est excellent. Bon voilà, donc pour l'instant c'est pas un critère qui semble pertinent au niveau des fonds. Par contre, il l'est dans votre choix d'action. Donc si on doit résumer, évidemment, ça ne va pas remplacer l'analyse financière. Hein. Il faut toujours utiliser les critères d'analyse financière d'abord, les critères de décote sur ratio de flux, sur ratio de stock dans vos sélections d'actions. Mais ensuite, si vous avez ce bonus d'actionnariat familial, ça pourra vous renforcer dans votre décision d'investir. Alors, si vous voulez utiliser ce critère avec une efficacité maximum, hein, donc je résume, il faut une société qui soit contrôlée à plus de 50% par la famille dirigeante et avoir des dirigeants de première ou deuxième génération, donc les fondateurs et les héritiers des fondateurs,
pas au-delà si possible, parce qu'au-delà, la surperformance va s'atténuer, et plutôt en Europe ou bien au Japon. Il y a dans le panel de Crédit Suisse, d'ailleurs, c'est au Japon que la surperformance liée à l'actionnariat familial est maximale. Donc je vous ai parlé des small caps japonaises dans les vidéos précédentes, donc c'est un critère de plus à utiliser pour ces small caps japonaises. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire sur ce sujet de l'actionnariat familial en bourse.